Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais corriger le DM partiel de relativité générale, donc associé au cours de relativité générale dans cette même playlist. C'est un énoncé que j'avais rédigé pour permettre aux étudiants de se familiariser un peu plus avec les différentes notions du cours, et puis faire quelques calculs élémentaires. Donc on m'a demandé de proposer une correction, donc je le fais. Voilà, oui, vous trouverez l'énoncé dans la description de la vidéo. Voilà. Alors, un premier exercice était sur les vecteurs et covecteurs conjugués. Donc je commence ce premier exercice. Alors, soit V plus fois un espace vectoriel de dimension finie n, muni d'un produit scalaire symétrique, alors S point point, donc ce produit scalaire qui prend deux vecteurs et qui rend leur produit scalaire, symétrique et non dégénéré. Okay. Donc c'est une forme bilinéaire symétrique, c'est-à-dire que S de UV c'est S de VU, mais non dégénéré au sens que j'ai défini dans le cours, donc vous pouvez vous y reporter aussi, mais essentiellement ça veut dire que si S de UV égale 0, quel que soit V, alors U égale 0. D'accord ? Il n'y a que le produit scalaire avec le vecteur nul de l'espace vectoriel qui est une application qui donne 0 quel que soit le vecteur. Bref. Ok, alors la première question consistait simplement à rappeler la définition générale d'un tenseur de rang RS. Donc ça, je vous renvoie au cours, mais enfin c'est juste une définition. Donc une fois qu'on a un produit vectoriel, on peut définir le dual. Le dual étant donc l'ensemble des formes linéaires définies sur l'espace vectoriel. Donc ça prend un vecteur et ça fait un nombre réel. Et donc une fois qu'on avait, on avait étoile, et une fois qu'on avait EV étoile, on a l'ensemble des tenseurs définis comme des applications multilinéaires de V étoile, croix, V étoile, croix, V étoile, R fois, croix, V, croix, etc., croix, V, S fois, dans R, et c'est multilinéaire, c'est-à-dire que c'est linéaire dans chacune des entrées, et donc c'est simplement une application multilinéaire qui prend R, qui prend R vecteur. Ah, alors attendez, je l'ai fait à l'envers. Oui, non, pardon, qui prend R forme linéaire et V vecteur de V, et qui fait un nombre réel. Voilà, tout simplement. Donc c'était simplement ce rappel. Et on demande ensuite de déterminer le rang de S. Donc effectivement, cette forme, ce produit scalaire, cette forme bilinéaire symétrique, est un tenseur, puisque ça prend deux vecteurs, c'est bilinéaire, donc c'est linéaire dans chacune des entrées, ça prend deux vecteurs et ça fait un nombre, donc c'est un tenseur de rang 0, 2, ça prend pas de forme linéaire et ça prend deux vecteurs pour faire un réel. Donc tout ça est un rappel évident. Alors ensuite, on se donnait une base. Toujours le problème de stylo. Okay, je vais changer de stylo donc. Pardon. Donc ensuite, on se donnait une base dans l'espace vectoriel V, donc B qu'on notait E, I comme ça, donc pour I égale 1 à N dans l'espace vectoriel V. Et la base duale, B étoile, que je note comme ceci.
Donc la base duale, l'espace dual est un espace vectoriel de même dimension. Tout ça, c'est l'algèbre linéaire standard, je ne reviens pas là-dessus. Et la base duale est définie tout simplement par son action. Donc c'est un ensemble de formes linéaires. Hein, donc la base duale, c'est une base de V étoile, donc c'est un ensemble de formes linéaires. Toute forme linéaire est définie par son action sur les vecteurs d'une base quelconque, puisque par linéarité, dès lors qu'on a l'image de chacun des vecteurs, on a l'image de chacune des combinaisons linéaires de ces vecteurs, et donc on a l'image de tous les vecteurs. Donc en l'occurrence, la base duale est définie comme la base qui, donc le ième vecteur de la base duale, appliqué au jème vecteur de la base de départ, donc ça c'est base de l'espace dual, donne delta ij, c'est-à-dire donc 0 si i n'est pas égal à j et 1 si i égale à j. Donc définition de la base duale, très bien. Et donc on demandait en deuxième question de justifier que le produit scalaire S puisse s'écrire SIJ epsilon I croix epsilon J. Alors peut-être un mot sur ces notations. Je garde volontairement, pour que ce soit bien clair, les flèches sur les vecteurs de base, enfin sur les vecteurs. Évidemment, après, tout ça, on les retire, mais ça montre bien que ceci est un objet, est un vecteur de l'espace de départ, et je mets une flèche en dessous, et qui pointe dans l'autre direction, hein, donc ça, pour rappeler un peu la différence entre bras et quête en physique quantique, si vous voulez, où ça a l'air de pointer comme ça, et là ça a l'air de pointer comme ça. Donc pour bien distinguer ces objets, et je mets des parenthèses au-dessus, autour de l'indice, pour aussi éviter toute confusion avec une composante. Parce que si j'écris EI, par exemple, pour cet objet-là, ce qu'on fait souvent et ce qu'on fait après, parce que ça devient pratique et c'est un peu pénible de traîner des vecteurs, mais pour bien savoir de quoi on parle, je pense que c'est une bonne chose d'adopter ce type de notation. Vous pouvez en choisir une autre, je trouve que c'est pas mal. Si on écrit ça, on ne sait pas s'il s'agit du vecteur, du ième vecteur de base de V, ou s'il s'agit de la ième composante d'un vecteur qui serait le vecteur, enfin en l'occurrence d'une forme linéaire si l'indice est en bas, donc la ième composante d'une forme linéaire, c'est-à-dire d'un covecteur, qui s'appellerait E, et qui aurait donc des composantes E1, E2, E3, En, etc. Hein, donc, dans un premier temps, pour bien savoir de quoi on parle, je pense que c'est une bonne pratique que d'adopter cette notation qui ne coûte pas si cher que ça et qui permet vraiment de ne pas se tromper. Ok, et comme l'objectif de ce DM, c'était quand même d'essayer d'approfondir, de bien clarifier les notions, c'est bien et qu'en relativité générale, on a tendance à se perdre un peu dans les indices, c'est bien d'essayer de poser les choses. Donc, voilà. Alors, donc montrer que S peut s'écrire comme ça, donc là c'est très simple, il suffit de voir que S, donc on applique la multilinéarité du produit scalaire. Donc si vous avez un vecteur U qui s'écrit donc somme sur I des UI EI. Alors on peut supprimer la sommation si on veut avec la convention d'Einstein, hein, et vous voyez aussi pourquoi on met l'indice du vecteur en bas. C'est pas, donc encore une fois, c'est pas la composante d'un covecteur d'une forme linéaire, c'est pas la ième composante d'un covecteur, c'est le ième vecteur, c'est un vecteur de plein droit qui a lui-même 4 composantes dans une base quelconque, de plein droit. Ces composantes seraient contravariantes avec l'indice en haut, mais en tant que vecteur, on lui met son indice en bas justement pour pouvoir appliquer la sommation, la règle de sommation d'Einstein. Bref, donc si vous avez un vecteur U comme ceci et un vecteur V, donc avec lui-même ses propres composantes, pardon, V, J, E, J, eh bien, vous pouvez écrire par multilinéarité que S de U, V, c'est donc S de la somme sur I de tout ça
virgule, la somme sur J de tout ça. Et par multilinéarité, ça fait donc la somme sur I et la somme sur J de UI VJ S de EI EJ. Et c'est ça que l'on appelle SIJ. Non, c'était pas donné, oui, donc il fallait le voir en faisant l'exercice. Donc c'est ça qu'on définit comme SIJ. Donc les composantes dans la base B de la forme bilinéaire du tenseur de rang 0,2 ou du produit scalaire S sont les images de S, EI, EJ. Voilà. Et donc si on écrit ça comme ça, ok, donc on a l'expression, et il faut montrer, oui, il faut montrer ça. Alors, effectivement, EI, S de... Oui, donc, ok, et je vais effacer ça là. Donc, si vous appliquez, par définition, si vous appliquez epsilon i, le vecteur de la base duale, à un vecteur u quelconque, donc au vecteur u, ici, somme des ui, uj, vous voyez que, donc, par multilinéarité, ça fait somme sur i des, alors je vais l'appeler j, des j epsilon i de ej, hein, d'accord, ceci serait là, et par multilinéarité, ça sort. Et ça, par définition, c'est delta ij. Et donc, par conséquent, par définition de la base duale. Par conséquent, ceci est égal à ui. Donc, chacune, en fait, pour avoir les composantes d'un vecteur dans une base, il suffit d'appliquer la forme linéaire de la base duale. Donc ça c'est epsilon I appliqué à U. Et ça, de la même façon, évidemment, c'est epsilon J appliqué à V. Donc on a bien ici S qui est égal, donc S de UV, donc de somme sur I, de UI, EI, bon bref, de UV, qui est égal, alors je retire les sommes là, parce que ici, il n'y avait pas, donc c'est convention de sommation d'Einstein. Donc on a bien donc SIJ, cette chose-là, fois epsilon I de U croix epsilon J de V. Et ça, par définition du produit tensoriel, c'est bien epsilon I croix epsilon J. Donc ceci est bien un ça c'est un tenseur de rang 0,1, ça c'est un tenseur de rang 0,1, ça c'est un tenseur de rang 0,2, donc bien évidemment comme S. Et c'est le tenseur qui prend deux vecteurs, U et V, que je pourrais représenter comme ça si on voulait, qui prend deux vecteurs et qui applique la première forme au premier vecteur, donc fois la deuxième forme appliquée au deuxième vecteur. Donc c'est tout à fait standard, je pense que vous avez tous vu ça un millier de fois en physique quantique ou ailleurs. Et donc, ceci est bien ça. Hein. Donc, voilà, je vais remettre les sommes pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté ici. Voilà. Donc, j'ai écrit ici, j'ai juste remplacé le produit ici par ça. Et donc, on voit bien que S de UV, c'est somme sur I, somme sur J, donc c'est voilà, fois ça, appliqué à U et à V. Donc, on a bien S qui vaut SIJ. Voilà, si vous voulez, on a S de UV qui vaut ça de UV. Et ceci, quel que soit U et quel que soit V dans l'espace vectoriel. Et donc, en tant que forme linéaire, forme bilinéaire, on a bien S qui vaut ça. Bon, voilà.
Bon, je l'ai détaillé sans doute un peu trop, mais voilà, on démarre doucement. C'était ça l'idée, bien comprendre comment... D'abord, qu'est-ce que c'est que ces composantes-là? Ça, c'est vraiment S de EI, EJ. Vous voyez qu'on a deux composantes covariantes ici, avec deux indices en bas. Tout ça fonctionne évidemment parfaitement. Donc bien comprendre ce que c'est que ce SIJ. Les composantes, mais de manière générale, les composantes d'un tenseur, c'est simplement le tenseur appliqué au vecteur de base. Donc les composantes covariantes c'est en appliquant au vecteur de la base duale. Les composantes... oui, en appliquant au vecteur de la base de l'espace vectoriel, les composantes contravariantes en les appliquant au vecteur de la base duale, et ensuite il suffit d'écrire des choses comme ça. Bon, bref, ça c'était la deuxième question. Alors maintenant, le cœur de l'exercice, c'était de voir comment on peut passer en fait d'une forme linéaire à un vecteur, ou d'un vecteur à une forme linéaire, exactement donc comme on le fait en physique quantique, quand on a un vecteur d'état, et puis qu'on passe, donc on appelle quête, et qu'on passe au bras associé, qu'on appelle bras, donc la forme linéaire associée, pardon, qu'on appelle bras. De la même façon, en fait, ce passage d'un vecteur à un covecteur de façon canonique est quelque chose d'universel dès lors que vous avez un produit vectoriel, un espace vectoriel de dimension finie. Sinon, il y a des petites choses à rajouter en plus, enfin on peut le faire, mais et surtout, il faut, et d'ailleurs on le fait en physique quantique, mais surtout, il faut qu'il y ait un produit scalaire, ou en physique quantique, un produit hermitien, enfin, il faut une forme bilinéaire symétrique au sein de l'espace vectoriel pour pouvoir le faire. Et à ce moment-là, on peut le faire de façon canonique. Donc, c'est ça le but de l'exercice, de bien voir ça. Alors, on commence par l'application bras. Enfin, c'est moi qui la note bras, qui l'appelle bras, mais l'analogie est évidente. Donc l'application bras qui va de V à V étoile, donc qui prend un vecteur qui fait un covecteur, une forme linéaire si vous préférez, définie par quel que soit V. Donc, alors, donc on prend... ouais. Oui, c'est ça. Donc, quel que soit V, donc, on prend un certain vecteur V et on en fait bras de V. Et donc, l'idée, c'est que bras de V, c'est une forme linéaire. Donc, c'est une forme linéaire qui doit agir, qui doit prendre un vecteur et faire un nombre. Donc, et on le définit par bras de V, donc, quel que soit U maintenant, toujours dans V, bras de V appliqué, donc ça, c'est la forme linéaire, ce truc-là, appliqué à U, ça doit faire un nombre. Quel nombre? Eh bien, évidemment, donc on se sert de la forme bilinéaire qui est présente, qui est donnée avec l'espace vectoriel, et l'idée, c'est que c'est égal à S de V U. Bon, je pourrais écrire S de UV puisqu'elle est bilinéaire. Lorsque vous êtes dans un espace de Hilbert avec un produit scalaire hermitien, faites attention parce que S de UV, c'est pas S de VU, il y a le complexe conjugué. Bon, ici, c'est un espace vectoriel réel, il n'y a pas cette difficulté, mais je fais attention à l'ordre là quand même dans la définition pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et que ce soit complètement généralisable. Alors, donc ça, c'est la définition de bras, de l'application bras. Et oui, alors, et donc on peut écrire ça de façon générale, enfin c'est une notation habituelle que vous trouverez partout, on peut l'écrire S de V point, hein, où on laisse la deuxième slot ici, la deuxième entrée, S prend deux vecteurs, et donc pour le premier on fixe V, et pour le deuxième on la laisse ouverte, et donc c'est bien une application qui va prendre un nouveau vecteur ici, pour faire un nombre. Voilà, donc c'est une notation de cette chose-là. Ok. Alors, donc, tout d'abord, c'était la question 3, vérifier que, quel que soit V, bras de V, est bien bras de V appartient bien à V étoile. Enfin, bras de V, donc, est bien une forme linéaire ou un covecteur, comme vous voulez. Bon, bah, ça, c'est évident par définition, puisque pour être un covecteur comme ça, il faut simplement être une application qui prend un vecteur
et qui fait un nombre, c'est le cas, et qui soit linéaire, bien sûr, sinon c'est pas... Enfin, c'est quand même la condition pour que ce soit un élément de V étoile, il faut que ce soit linéaire, et de fait c'est linéaire puisque R et S est multilinéaire, donc est linéaire dans la première slot et dans la deuxième. Donc évidemment, cette application est linéaire, et elle va du bon endroit au bon endroit, donc c'est bien un élément de V étoile. Donc ça, évidemment. Quatrièmement, montrer que l'application bras est un isomorphisme, c'est-à-dire que, effectivement, c'est-à-dire que ça réalise un isomorphisme entre V et V étoile, c'est-à-dire que, alors d'abord, isomorphisme, c'est-à-dire que si vous faites, oui, alors, donc il y a deux aspects. Il y a le fait que ce soit un morphisme, un homomorphisme si vous voulez, c'est-à-dire que si on fait bras de alpha V1 plus bêta V2, on obtient alpha bras de V1 plus bêta bras de V2, donc ça c'est évident, parce que si, donc cet objet-là, qui est bien défini, qui est l'objet qui, à quel que soit U dans V, donne donc S de alpha V1, alors ce ne serait même pas la peine de mettre les deux, vous savez qu'il suffit de vérifier la linéarité, puisque l'addition est commutatif, il suffit de faire ça. Tiens, je vais le faire comme ça. Voilà. Soyons économes, minimal. Voilà, virgule U. Et ça, par linéarité dans la première slot, dans la première entrée, ça fait évidemment S de V1, virgule U, plus lambda S de V2, virgule U. Et donc ça, évidemment, à nouveau par la définition de bras, ça, c'est bras de V1 plus lambda, bras de V2, le tout, alors, ça appliqué à U, et ça appliqué, plus ça appliqué à U, et je peux dire tout ça appliqué à U, où j'utilise ici le plus de, c'est un plus dans V étoile. C'est l'addition de cet objet-là. Donc une fonction plus une autre. Et puis là aussi, là j'ai une multiplication par un scalaire de V étoile. Une fonction plus une autre appliquée à un élément, c'est la somme point par point. Bref, vous savez tout ça. Je suis un peu trop, enfin disons, j'appuie sur chacun des aspects ici, mais je conviens que tout ça est un peu évident, mais c'est quand même bien de revoir à chaque fois. Ici, on a un plus, ce plus-là est le plus de l'espace vectoriel V, et ici, il y a une multiplication par un scalaire dans l'espace vectoriel V. Celui-ci, ce plus-là, est un plus dans R, et là, il y a une multiplication par un scalaire dans R, et ici, on a un plus et une multiplication scalaire dans V étoile. Donc, vous voyez qu'on met les mêmes signes, et puis on a l'impression qu'on fait toujours la même chose, que c'est la même chose. Non, non, non. Ça, ce sont des opérations dans V, ça, ce sont les opérations dans R, et ça, ce sont les opérations dans V étoile. Ça ne fait pas de mal de le voir proprement une fois. Toujours est-il que, donc, quel que soit U, on a bras de V plus lambda V, V1 plus lambda V2 appliqué à U, qui vaut bras de V1 plus lambda bras de V2 appliqué à U, ceci donc quel que soit U, par conséquent, l'application en tant que telle, cette application est bien cette application-là, et donc ça montre que bras est linéaire. Donc c'est un morphisme, linéaire, c'est la seule structure qu'il y a dans l'espace vectoriel, donc toutes les structures d'espace vectoriel sont préservées par bras, donc c'est un morphisme. Maintenant il faut montrer que c'est un isomorphisme, c'est-à-dire que c'est une bijection. Alors comme vous le savez, la dimension de V et de V étoile sont la même, donc il suffit de montrer que c'est injectif par exemple, et on aura immédiatement la bijection. Alors est-ce qu'on peut montrer que c'est injectif? Réponse oui, bien sûr. Comment? Simplement en supposant que bras de V1
égale bras de V2. Oups. Et en montrant que dès lors, V1 égale V2. Hein. Alors, vous savez, pour une application linéaire, ça revient à montrer que si bras d'un certain vecteur est l'application nulle, le 0 de l'espace V étoile, alors... oui, c'est ça. Alors, V est nul. Hein, il suffit de montrer ça parce qu'effectivement, parce que c'est linéaire, dire que bras de V1 égale bras de V2, c'est dire que bras de V1 moins bras de V2 égale 0, et donc que bras de V1 moins V2 égale 0. Hein, donc on peut simplement s'intéresser à ça. Et donc, si bras de V est l'application nulle, ça veut dire donc que quel que soit U, bras de V, appliqué à U égale 0, donc ça c'est l'hypothèse. Bras de V égale 0, ça veut dire ça, c'est-à-dire que quel que soit c'est la fonction nulle, quel que soit le vecteur qu'on prend, ça fait 0, ce 0 étant dans R, bien évidemment. Bras de V appliqué à U égale 0, mais ça par définition, c'est S de VU. Donc dire que quel que soit U, S de VU égale 0, ça, effectivement, ça implique que V égale 0. En vertu de quoi? Eh bien, en vertu du fait que S est non dégénéré. C'est ça la condition, il faut qu'on ait un produit scalaire non dégénéré, de telle sorte que, voilà, si cette application est l'application nulle, alors V est nul. Et donc, c'est bien injectif, et le tour est joué. Donc, il fallait évidemment invoquer ici la non-dégénérescence de S, sans quoi il se pourrait, enfin voilà, s'il existait un vecteur non nul tel que son produit scalaire avec n'importe quoi soit 0, évidemment ça ne fonctionnerait pas, et donc c'est la définition de la non-dégénérescence. Ok, quoi qu'il en soit, tout va bien ici, on a bras qui est un isomorphisme. Bon, très bien. Et... Ah oui, d'accord, la question vient plus tard. En quoi peut-on dire, c'est la question 8, bon, en quoi peut-on dire que bras est un isomorphisme canonique entre V et V étoile? Et la réponse est, enfin je l'anticipe, la réponse est qu'effectivement, on a le passage... oui, alors c'est peut-être bien de voir l'application inverse. Donc on sait que c'est un isomorphisme, on sait qu'il y a une application inverse, elle est injective et forcément donc bijective, puisque c'est les mêmes dimensions, donc tous les éléments sont atteints, elle est bijective, donc il y a une fonction inverse. Et cette fonction inverse, c'est justement le ket qui suit, hein, dont on montrera aussi, bien évidemment, qu'il est... oui, c'est soi-même un isomorphisme aussi, c'est l'isomorphisme inverse, c'est-à-dire que c'est également linéaire et injectif et surjectif, enfin, et bijectif. Bon, donc on laisse ça pour plus tard. On nous demande encore une chose, c'est le cinquièmement, cet exercice 1. Déterminer les composantes de bras de V. Donc bras de V, ça appartient à V étoile, c'est ce qu'on vient de voir. Et on nous demande de donner ces composantes dans la base B étoile en fonction de celle de V dans la base B. Donc si V est VI, EI, donc ça c'est la base B, base de V, et ça c'est un élément de V étoile, donc il existe des composantes telles que bras de V, je vais noter B comme bras, BI, enfin, on peut développer cet élément de V étoile sur les éléments de la base, enfin de n'importe quelle base de V étoile, en particulier sur les éléments de la base duale. Donc je peux écrire ça comme ça. Je vais changer les indices, juste, je vais peut-être laisser celui-là, I,
et mettre celui-là J. Enfin, évidemment, c'est des indices muets, mais vu qu'on va les mettre ensemble, après, il ne faut pas que ce soit les mêmes. Donc, bras de V s'écrit comme ça, c'est sûr. C'est un élément de V étoile. Et on veut savoir quels sont les BI. Bon, eh bien, on va regarder ce que ça donne lorsqu'on l'applique à un certain vecteur. Donc, bras de V appliqué à un certain U, un certain vecteur de l'espace vectoriel. Ça, donc, ça doit faire S de V U, c'est-à-dire S, I, J, on l'a déjà vu, V, I, U, J, très bien. Donc ça d'une part, c'est par définition de bras, et d'autre part, donc si on applique ça, donc si on applique, enfin, en appliquant ça, on a bras de V appliqué au même U, somme des UI, j'ai pris les J pour les J, donc si je retire la somme pour la convention d'Einstein, donc ça appliqué à ça, ça donne ça appliqué à ça donne donc BI epsilon I appliqué à ça, par multilinéarité je fais sortir le UJ, et j'ai epsilon I appliqué à EJ. Et ça, bien évidemment, c'est delta IJ. Et donc ceci donne, par définition de la base duale, et donc ceci est égal à ça, qui est égal à donc BI, alors je vais laisser les J plutôt, BJ, UJ. Voilà. Et donc j'ai ces deux choses-là qui sont égales, puisque j'ai calculé deux fois la même chose, bras de V appliqué à U, par la définition de bras comme ça, et par le développement de bras, enfin de bras de V, dans la base EI. Donc j'ai ceci qui est égal à cela, voilà, et ceci est vrai quel que soit J, hein, quel que soit UJ, enfin quel que soit U, donc quelles que soient les composantes, le jeu de composantes UJ, par conséquent, on a BJ qui doit être égal à ça. Et donc voilà, on vient d'obtenir les composantes de bras de V dans la base duale, c'est-à-dire les BJ, hein, c'est ça qu'on cherchait. Et bien on voit que BJ, en fait, ce n'est rien d'autre que SIJ, BJ, que SIJ VI. Donc voilà la réponse à la question. Ok. Alors, et après on nous dit que, ce qu'on fait évidemment tout le temps, en fait on peut noter BJ, on le renote VJ, et donc on a, donc c'est-à-dire la composante du bras associé à V dans la base duale. Donc ça permet de se souvenir que c'est lié à l'objet V, c'est pas n'importe quelle forme linéaire ici, c'est la forme linéaire qu'on a obtenue à partir du vecteur V par l'application bras, par l'isomorphisme canonique. Et donc on a VJ égale SIJ VI, et donc ça c'est la formule habituelle d'abaissement des indices, comme on dit. Hein, on passe de l'objet avec l'indice contravariant à un objet avec l'indice covariant, ici en bas, en appliquant la forme bilinéaire qui est donnée avec l'espace vectoriel. C'est en cela que cet isomorphisme est canonique. L'objet, dès lors qu'on se donne un produit scalaire non dégénéré, alors on a bien une correspondance bi-univoque. Ceci, si vous voulez, si vous la représentez comme une matrice, c'est une matrice inversible. Et donc on peut tirer l'un de l'autre et l'autre de l'un, donc il y a bien cette bijection, cet isomorphisme canonique. Alors, ok, bon, très bien, c'était tout ce qu'on nous demandait. Alors, en notant VI les composantes de bras de V, pourquoi dit-on généralement que la matrice représentant S dans la base B peut être utilisée pour abaisser les indices? Oui, donc c'est ce que je viens de dire. Ok. Septièmement, montrer que... Donc,
le petit truc habituel, hein, c'est que vous avez un indice en haut, un indice en bas. Et donc, si vous servez de S pour abaisser ou monter, enfin, là en l'occurrence pour abaisser les indices, pardon, ça ne peut qu'abaisser les indices, ici c'est S. Un indice en haut, un indice en bas, évidemment il y a une somme cachée, mais il s'annihile et il reste l'indice J. C'est comme ça que ça fonctionne, je dirais, le moyen mnémotechnique peut-être. Alors, montrer que pour tout V dans V, donc ça c'est la question 7. Montrer que pour tout V dans V, bras de V, bras de V égale somme sur I des S de V EI epsilon I. Oh. Ça c'est une virgule, ok. Ok. Eh bien, oui, alors il y a sans doute 1000 façons de le faire, mais ça, on a vu que par définition, c'est bras de V appliqué à EI. Et donc, effectivement, c'est bien ça, c'est bien, pour avoir les composantes d'un covecteur, d'une forme linéaire, il faut l'appliquer. Donc la composante I d'un covecteur, c'est le covecteur appliqué au IM vecteur de base. Donc oui, donc ceci est bien le BI qu'on avait tout à l'heure, qu'on a renoté VI. Et donc bras de V égale BI epsilon I. Bon, oui, il n'y a pas tellement d'autres choses à rajouter. Est-ce qu'il y a une autre façon de voir ça? Oui, ce qu'on peut faire, c'est, si vous voulez, c'est appliquer ça. Oui, bon, on peut faire ça aussi comme ça, peut-être, je ne sais pas. Bras de V appliqué à U, c'est-à-dire à UI, EI, si on veut. Enfin, UJ, EJ, indice mu, mais pour ne pas avoir collision avec celui-là. À ce moment-là, si on applique ça, ça fait somme sur I des S de V EI. Donc ça c'est U. Epsilon I appliqué à EJ, pardon, il manquait la flèche ici. Et ça, par définition, c'est delta IJ. Et donc ceci donne effectivement fois UJ ici. Hein. Il y a aussi la somme sur J ici, bien sûr. Voilà. Donc ça fait UJ delta IJ. D'accord, ça fait UJ qui sort et puis delta IJ. Et donc ça fait finalement UI. Et donc ça, c'est bien égal à somme sur I des S de V EI fois UI, mais par linéarité dans la deuxième slot, je peux mettre le UI ici, et je remets la somme dedans, et donc ça, c'est S de V, somme sur I des UI, EI, et donc U. Donc, et c'est bien la définition de bras de V appliqué à U. Donc oui. Donc oui, c'est ça. Donc soit on le fait en disant, bah oui, c'est par définition, ça, c'est la composante de bras de V dans la base duale, et on venait de le voir, soit on repart de ça, et on l'applique à U, et on voit que oui, ça donne bien ce qu'il faut. Donc, dans un sens ou dans l'autre, on a répondu à la question. Ok. Très bien. Et en déduire... Oui, donc en quel sens peut-on dire que l'isomorphisme bras est canonique? Donc effectivement, dès lors qu'on a écrit ça, on voit que... oui, enfin, bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On passe de l'un à l'autre sans aucune hypothèse supplémentaire. On a juste besoin
de la forme bilinéaire, du produit scalaire, mais il est donné. Donc l'idée, c'est qu'il est donné. Donc si on ne se donne pas de forme bilinéaire, il n'y a pas d'isomorphisme canonique. On peut toujours en fabriquer un isomorphisme. De toute façon, c'est deux espaces vectoriels de même dimension, donc évidemment, ils sont isomorphes, et on peut choisir d'associer une base à une autre, et ça réalise un isomorphisme. Simplement, on peut choisir n'importe quel isomorphisme. Vous passez d'une base à une autre, n'importe quel choix de base va fonctionner. Hein, c'est-à-dire, vous prenez une base B dans V et une base B étoile dans V étoile quelconque, sans aucun lien l'une avec l'autre, et vous pouvez décider un vecteur qui a pour composante donc U1, UN dans la base B, vous pouvez décider de fabriquer à partir de ça la forme linéaire qui aura les mêmes composantes dans cette base-là. Et ça fait un isomorphisme, d'accord pour que ça soit nul, il faut que ça soit... Enfin, voilà, pour que à l'arrivée soit nul, il faut qu'au départ soit nul, puisque c'est les mêmes composantes. Simplement, le choix de celle-ci par rapport à celle-là est complètement arbitraire, sauf si vous avez justement un produit scalaire, auquel cas, vous avez une base duale canonique. Oui, à chaque choix de base ici, il y en a... oui, non, attendez, la base duale, on peut toujours, à partir d'une base, faire la base duale. Oui, mais la base duale, oui, si vous changez, ouais, c'est ça. Si vous changez de base ici et que vous appliquez ça, eh bien, le vecteur la forme linéaire que vous obtenez ici ne sera pas la même intrinsèquement que la forme linéaire que vous avez obtenue en prenant les composantes dans une autre base. Bien évidemment, vous pouvez le vérifier, mais il suffit de prendre justement 1, 0, 0 dans une certaine base, et vous voyez ce que ça donne. Et si maintenant vous l'écrivez dans une autre base, et vous gardez les composantes, et ça va vous donner une autre forme linéaire, bien évidemment. Voilà. Donc il y a besoin, pour que ce soit canonique, indépendant de la base, donné avec les structures déjà présentes, il vous faut un produit scalaire. Bon, j'en ai sans doute trop dit, c'est-à-dire dit trop de choses évidentes, mais voilà, au moins c'est fait. Alors maintenant, on passe à l'application inverse, en quelque sorte. Enfin, on va montrer seulement à la fin que c'est bien l'application inverse. Pour l'instant, on définit de façon naïve, je dirais, enfin innocente, une certaine fonction qu'on appelle ket, qui va de V étoile dans V, qui a tout oméga forme linéaire, enfin covecteur, élément de l'espace dual, associe un certain vecteur, donc évidemment c'est l'image par ket, donc un certain vecteur ket de oméga. Comment est-il défini? Eh bien, il est défini par la relation suivante, voilà, quel que soit U dans V, oméga de U égale, je vais l'écrire là, sinon je n'ai pas la place, oméga de U, donc la forme linéaire dont on est parti, appliquée à U, est égal à S, on a toujours S qui est donné, hein, ket de oméga, virgule U. Alors vérifions déjà que ça c'est bien défini. Effectivement, donc oméga de U, ça c'est un nombre réel, c'est une forme linéaire appliquée à un vecteur, et ça c'est aussi un nombre réel, puisque ça maintenant c'est un vecteur, S appliqué à deux vecteurs, ça fait un nombre réel, donc c'est bien, enfin, ça ne dit pas que c'est bien défini, là, ça dit que cette équation a un sens, voilà, mais ce qui fait que c'est bien défini, c'est-à-dire que pour que ce soit bien défini, il faut que ket de oméga soit caractérisé de manière unique dès lors qu'on se donne oméga. Donc on se donne oméga, on veut savoir quelle est son image. Donc est-ce que cette relation-là, cette définition-là, est-ce que cette définition définit bien, c'est-à-dire caractérise l'objet qu'on cherche à définir de façon unique? Existe-t-il un seul ket de W, un seul objet qu'on met là, tel que, quel que soit U,
S de ça et de U soit oméga de U? Eh bien, la réponse est oui, à nouveau par dégénérescence. C'est parce que S est dégénéré, et non dégénéré, pardon, que si vous avez, une forme linéaire qui donne la même chose que ce produit scalaire, quel que soit U, alors si vous en avez deux qui donnent la même chose, quel que soit U, alors c'est la même forme linéaire, hein, d'accord? C'est-à-dire que si vous avez oméga prime de U qui va être quête de oméga prime de U, si ça était égal à ça, alors vous auriez la même forme linéaire, hein. Or ça, comme c'est non dégénéré, vous voyez que si vous faites S de quête de oméga moins quête de oméga prime virgule U, si vous dites que ça c'est égal à ça, alors ça c'est égal à 0. D'accord? Or c'est non dégénéré. Oui, et c'est non dégénéré, donc si quel que soit U, on a tout ça qui vaut 0, alors ça égale 0. Et donc le quête de oméga est bien le quête de oméga prime, hein. Donc ceci définit de façon unique le quête de oméga. C'est important quand même de le vérifier. Ce n'était pas demandé, mais il faut comprendre que... Parce qu'on voit que c'est... On procède ici d'une façon un petit peu détournée, un petit peu indirecte, c'est-à-dire qu'on définit quête de oméga... non pas par son action sur quelque chose, mais sur la manière dont agit sur lui une forme bilinéaire. Donc, est-ce que c'est bien défini? La réponse est oui, par non-dégénérescence, par non-dégénérescence, comme je viens de dire. Ok. Alors, en appliquant donc soit oméga dans V étoile, en appliquant la définition de quête, donner une relation... montrer que l'application quête est un isomorphisme. Donc, à nouveau, il faut montrer la linéarité, et montrer l'injectivité, par exemple. Ou la surjectivité, d'ailleurs, hein. C'est au choix. Alors, la linéarité, d'abord. Quête de oméga 1 plus lambda oméga 2, par définition, c'est le vecteur, et maintenant nous savons le vecteur unique, tel que oméga 1 plus lambda oméga 2 appliqué à U, soit ça, c'est-à-dire ce qu'on peut dire aussi, c'est égal S de ça, virgule U. Hein, vous vous rappelez? Puisque ça prend U, ça prend un U et ça le met là. Donc c'est la deuxième entrée ouverte ici. Donc on peut l'écrire comme ça, je pense que ça va être plus simple en le voyant comme ça. Et donc, oui, alors, oui, et par ailleurs, alors, donc ça, d'une part, par définition du quête de ce truc-là, et d'autre part, donc, c'est pas la suite de ça, je réécris différemment ça maintenant, donc oméga 1, c'est S de quête de oméga 1, virgule point, ça c'est oméga 1, et ensuite plus lambda oméga 2, donc oméga 2 par définition c'est S de quête de oméga 2 virgule point. Voilà. Donc d'une part, cet objet est égal à ça, d'autre part, cet objet est égal à ça, par conséquent, cet objet est égal à ça. Et donc, maintenant, ça c'est la somme dans V étoile.
Si j'applique tout ça à U, ça va me donner, à un certain vecteur U quelconque de V, ça va me donner ça appliqué à U, plus ça appliqué à U, par définition de cette somme-là, et de ce lambda-là aussi, hein, ces deux opérations sont dans V étoile. Donc ceci, je peux le réécrire, donc je saute une ligne, hein, ce serait tout ça appliqué à U égale ça appliqué à U plus ça appliqué à U, et donc égal à S de ket de machin virgule U plus lambda de S machin virgule U. Et maintenant j'utilise la linéarité de S dans la première slot, et donc je peux écrire que ça, c'est S de ket oméga 1 plus lambda ket de oméga 2. Ce serait appliqué à U si j'ai mis un, et donc ensuite je ressors le U, et donc virgule point. Voilà. Donc ceci est égal à ça par linéarité de la première slot, et par définition de la somme, donc point par point si vous voulez, dans l'espace vectoriel dual. Et donc, finalement, j'ai ça qui est égal à ça, et à nouveau, par non-dégénérescence, c'est le même truc que tout à l'heure, peut-être vous le voyez mieux ici, je ne sais pas si je l'ai bien dit tout à l'heure, je pense que oui, mais au cas où ça n'ait pas été le cas, là, vous voyez que vous pouvez faire, donc vous avez cette fonction qui est égale à cette fonction, et donc par linéarité, vous avez S de ket de oméga 1 plus lambda oméga 2 moins ket de oméga 1 plus lambda ket de oméga 2. Tout ça, virgule, point, égale 0. Ça égale ça moins ça, vaut 0. 0, cette fois, le nombre réel. Et comme c'est non dégénéré, ça veut dire que ceci égale 0, 0 de l'espace vectoriel V, et donc on a bien ket de machin qui vaut ça plus ça, et c'est ça la linéarité. Donc vous voyez, si on fait les choses vraiment très proprement, il faut faire les choses très proprement, au moins une fois, on voit comment se justifie pleinement la linéarité de l'application ket. Bon, il y a peut-être moyen de court-circuiter un ou deux trucs là, je ne sais pas, mais vous voyez qu'il y a besoin de tous ces éléments-là. On se sert de la linéarité de S dans la première slot et de la non-dégénérescence de S, sans laquelle, de toute façon, ket ne serait pas défini. C'est-à-dire que on ne définirait pas de manière unique l'image de oméga par ket, en tant qu'un vecteur défini pleinement par lui-même. Bref. Ok. Donc, c'est un morphisme. Est-ce que c'est un isomorphisme, c'est-à-dire est-ce que c'est inversible, est-ce qu'il est injectif? Donc, par exemple, donc effectivement, si ket de oméga égale 0, donc 0 le vecteur nul, si ket de oméga égale 0, alors évidemment on a quel que soit U, S de ket de oméga virgule U qui vaut 0, le nombre réel 0, puisque si ça c'est le vecteur nul, vous faites le produit scalaire avec le vecteur nul, donc ça vaut 0. Or ça, par définition, c'est oméga de U, par définition de ket. Ça c'est oméga de U, donc si quel que soit U, oméga de U égale 0, donc oméga est la fonction nulle, c'est-à-dire la forme linéaire nulle, qui prend n'importe quel vecteur et qui donne 0. Donc le tour est joué, donc oméga égale 0. Le 0 de V étoile, hein, bien sûr. Donc si ket de oméga, donc le 0, ce 0-là, voilà. Hein, d'où l'intérêt aussi de garder un petit peu des notations un peu lourdes pendant un moment, mais pendant qu'on établit les choses, c'est bien de mettre tout à plat, de bien tout expliquer, et puis après, ok. Donc,
ça c'est le 0 de V, donc si ket de oméga vaut 0 dans V, alors oméga vaut 0 dans V étoile, et donc ket est une application injective, et donc finalement bijective. Ok, tout ceci est bien beau. Alors, donc dixièmement, pardon, dixièmement, bref, soit oméga dans V étoile, donc une certaine forme linéaire, en appliquant la définition de ket, donner une relation entre les composantes de ket de oméga dans la base B et celle de oméga dans la base B étoile, notée oméga i. Donc à nouveau, on va procéder, oui, on va procéder comme tout à l'heure, dans l'autre sens. Donc, une relation entre les composantes de ket de oméga. Ok, donc on a oméga, on nous donne ces coordonnées, on dit que oméga, dans la base B étoile, c'est oméga i epsilon i. Ok, et on nous demande les coordonnées de ket de oméga, donc qui est un vecteur qui appartient à V, et ce vecteur, je peux l'écrire, je vais faire ça comme ça, appartient à V, je peux l'écrire par, donc c'est un vecteur, il a des composantes dans la base des EI qu'on a choisi, et je vais noter ces composantes avec un K, par exemple, KI, EI, voilà, c'est sûr, c'est qu'il existe des KI tels que, très bien. Quelles sont ces composantes? Eh bien, il suffit, comme on nous le suggère, d'appliquer la définition. Donc, soit U égale UI, EI, un certain vecteur de V. Eh bien, on a S de ket de oméga U qui est égal à, alors, qui est égal à S de KIEI virgule UI, enfin UJ du coup, EJ, d'accord? Ici il y a une somme cachée, ici il y a une somme cachée, une somme sur I, somme sur J. Et ça, par bilinéarité, c'est donc KI, UI, UJ, pardon, S de EI, EJ, et ça, c'est ce qu'on a vu, enfin c'est ce qu'on a écrit, SIJ. SIJ. Donc, ça, c'est égal à ok, SIJ, KI, UJ. Très bien. D'une part. Et d'autre part, par définition de ket, ceci n'est rien d'autre que oméga appliqué à U. C'est la définition donnée du ket. Et donc ça, ça c'est pareil. Donc ça c'est, pardon. Donc oui, oméga lui-même c'est oméga i epsilon i appliqué à uj ej. J'omets les sommes bien sûr avec la convention d'Einstein. Et donc ça fait oméga i, je détaille, hein, mais oméga i uj fois epsilon de i appliqué à ej, et comme c'est la base duale, par définition, ça fait delta ij, et donc finalement, on a ici oméga, alors je vais garder les mêmes, on a ici uj, donc oméga j, uj. Voilà. Et donc, quel que soit uj, quelles que soient les composantes, donc quel que soit le vecteur, donc quelles que soient ses composantes, on a ça qui est égal à ça, pardon. Quel que soit uj, ceci est égal à ça. Par conséquent, oméga j est égal à SIJ kj. Bon, eh bien voilà. Et qu'est-ce qu'on nous demandait exactement? C'était ça, j'imagine. Exprimer les composantes de ket de oméga. Alors, ah oui, une relation entre les composantes. Donc la relation, la voilà. Avant inversion, si on peut dire. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que oméga j égale SIJ
KI, où KI sont les composantes en question, les composantes de quête de oméga dans la base EI. Ben, très bien. Et maintenant, onzièmement, inverser cette relation en introduisant la matrice S tilde de composantes notées SAB, c'est la matrice des SAB, S tilde AB, inverse de la matrice SI de composantes SIJ. Donc l'idée c'est que ça c'est SIJ moins 1, qui était la matrice qui représente S. Oui, alors, oui, enfin, du coup, oui, bon. La matrice en tant que telle, enfin, les IJ sont des, enfin, c'est pas des indices, enfin, c'est la collection de tous les nombres, vous avez compris. Donc la matrice inverse, très bien. Alors, en notant ce 1, inverser cette relation, ok, bon, bah, il suffit d'écrire, donc l'idée, ça va être de multiplier ça par la matrice inverse. Donc, par exemple, je vais avoir, donc si je multiplie à gauche ici par S tilde, alors S tilde de JK, voyons ce que ça donne, S tilde de JK fois oméga J, d'accord? Donc j'ai ça, je multiplie à gauche par ça, et à droite aussi par ça, bien sûr. S tilde, alors je vais... Oui, d'accord. Donc, oui, bon, S tilde de JK S I J K I. Alors, si vous voulez ça, je peux l'écrire... évidemment, c'est des nombres. Hein. Après, il y a une somme sur I, il y a une somme sur I et une somme sur J ici, qu'à cela ne tienne. Mais c'est juste ça, c'est des nombres. Donc évidemment, je peux les inverser. Je retire les sommes. Juste que vous voyez que ça, c'est des nombres. C'est pas, donc il n'y a pas... Ce qu'on dit, les matrices ne commutent pas. Oui, bien sûr, les matrices ne commutent pas. Mais la multiplication de deux nombres, ça, c'est deux nombres. Après, on fait une somme de la multiplication de deux nombres. Mais les deux nombres, ils commutent. Donc c'est juste pour que ce soit vraiment super clair pour tout le monde. Si vous n'êtes pas encore habitué à ça, je l'écris de cette façon-là. Donc il y a toujours la somme sur I, la somme sur J ici. Mais là, vous voyez clairement apparaître le produit de la matrice S par la matrice, enfin, de la IM colonne et de la matrice S, enfin, pardon, non, quand vous faites le produit comme ça, vous avez la ligne I et la colonne K ici, et vous faites balader le J sur ce J-là, donc vous faites le produit comme ça, enfin la somme des produits, donc ça c'est très exactement donc, cette matrice-là, colonne I, ligne I, colonne K. Donc ça c'est SIJ comme ça. Donc vraiment je le détaille, mais d'accord, c'est le produit de la matrice, enfin c'est l'élément IK de la matrice produit. Et la matrice produit, précisément, c'est l'identité, puisque c'est la matrice S tilde, c'est la matrice inverse. Donc ça, c'est l'identité IK, et donc c'est delta IK. Et donc tout ça, finalement, donc, je retire les sommes à nouveau, j'ai ceci qui est égal à delta IK, pardon, le I est en bas ici, sinon respectez ça, delta IK, KI, et donc c'est KK. Ok, et bien voilà, on a donc, en multipliant par la matrice inverse, sans surprise, hein, on a quelque chose qui vaut ça fois ça, donc vous allez avoir KI qui vaut l'inverse de ça fois ça. Mais c'est des indices, donc ça c'est une matrice, donc l'inverse, il faut multiplier par la matrice inverse. Mais finalement, on obtient notre résultat, qui est que K, alors je vais changer, je vais l'appeler I maintenant,
KI, donc je remplace le K aussi par I ici, ça va être donc S tilde de JI oméga J. Alors évidemment, c'est une matrice symétrique, puisqu'on a une forme bilinéaire symétrique, donc la matrice inverse est aussi symétrique, et je peux faire ça comme ça, enfin, ça n'a aucune importance, c'est la même chose, c'est peut-être plus agréable à lire comme ça, je ne sais pas, pas forcément d'ailleurs, mais voilà. Donc on a la relation cherchée entre, pour passer des composantes de la forme linéaire dont on parle, aux composantes dans la base duale, donc dans la base duale de la duale, donc dans la base de départ. Donc on passe des composantes de la forme linéaire dans la base duale aux composantes de son ket, enfin du ket associé, de son image par l'application ket dans la base de départ. Okay. Et donc c'est ça que généralement on note, mais c'est qu'une notation, on note oméga i. Puisque ce ket-là, ce n'est pas n'importe quel vecteur, c'est le vecteur formé par l'application ket à partir de la forme linéaire oméga. Donc on garde le souvenir qu'on avait la forme que ce ket, enfin que ce vecteur particulier est le ket d'une certaine forme linéaire oméga. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on peut utiliser la matrice S tilde pour monter les indices, toujours en faisant jouer, donc là il y a une somme cachée sur J, en annihilant c'est le truc mnémotechnique si vous voulez, vous avez un J en haut, un J en bas, pouf, il disparaît, et donc le oméga se retrouve avec l'indice I en haut. Donc voilà comment ça fonctionne. Je crois que ça termine. Alors non, voyons voir, il reste à montrer évidemment que ket c'est justement l'inverse de bras, et bras c'est l'inverse de ket. Donc pour l'instant, ce qu'on a montré, c'est que c'était deux isomorphismes. Alors le fait que ce soit deux isomorphismes qui sont canoniques, en fait, devrait suffire, parce que s'ils sont canoniques, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Et donc, vous avez un isomorphisme dans un sens, un isomorphisme dans l'autre. Si on n'a pas le choix, ils doivent être l'inverse l'un de l'autre. Mais vérifions-le, faisons-le proprement. Encore une fois, c'est le genre de choses qu'il faut faire une fois bien, pour vraiment s'imprégner à la fois du formalisme, qui n'est pas très compliqué, mais bon, s'imprégner du formalisme, et aussi des notions, vraiment, de voir qu'il y a cette correspondance entre le ket et le bras, ou entre la forme linéaire et le vecteur, elle est vraiment donnée avec l'espace vectoriel, dès lors, enfin, avec l'espace vectoriel, muni de son produit scalaire. Ok, donc voilà, en notant rien, pourquoi dit-on que la matrice S-style peut être utilisée pour monter les indices, voilà. Donc, question 13 maintenant. Alors, comme vous le savez, je le rappelle ici, en général, on ne s'embête pas avec le tilde ou je ne sais pas quelle autre notation, on pourrait aussi écrire S-1 IJ, ce serait encore plus clair, parce que c'est la matrice inverse. Les composantes IJ de la matrice inverse de la matrice S, en général, on note simplement SIJ, donc avec le même S que le SIJ du produit scalaire de départ, simplement en se disant que dès lors que les indices sont en haut, il n'y a pas d'ambiguïté en fait. SIJ, c'est forcément... Enfin, c'est ce qu'on appelle SIJ avec les indices en haut, c'est la matrice inverse des SIJ avec les indices en bas. À nouveau, c'est une convention, mais elle est plus que naturelle et elle est utilisée partout. Donc voilà. J'en étais donc à la question 13. L'application ket, oui, montrer que l'application ket est l'inverse de bras, c'est-à-dire qu'on a ket de bras égale l'identité. Alors l'identité sur V, puisque bras prend un vecteur et ket, pour faire une forme linéaire, et ket prend la forme linéaire que ça a donné pour en refaire un vecteur, donc ça c'est l'identité de V, et montrer aussi à l'inverse que bras rond ket, ket prend une forme linéaire, en fait un vecteur, et bras prend le vecteur et en fait une forme linéaire. Est-ce qu'on revient sur la même forme linéaire de départ? La réponse va être oui, mais il faut le montrer, donc c'est l'identité de V étoile ici. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est toujours un peu embêtant, enfin très embêtant en réalité, même si on le fait souvent, d'écrire quelque chose comme ça
On voit souvent ça. Oui, mais en fait non, ça veut rien dire ça, parce que ça, c'est pas un objet qui appartient en même ensemble que ça. Ça, c'est une fonction de V de V étoile dans V étoile. Ça prend une forme linéaire, ça donne une forme linéaire, et ça, c'est une application de V dans V. Donc non, elles ne peuvent pas être égales, elles n'ont aucune chance d'être égales. Et cette identité, c'est laquelle? Celle-là ou celle-là? Bref. Ceci étant, alors montrons ça. Alors, dans les copies que j'ai corrigées pour l'instant, j'ai vu qu'une seule fois une démonstration vraiment intrinsèque, et ça m'a fait bien plaisir. Disons, ça m'a plutôt un peu chagriné de ne pas le voir pour les autres, mais je comprends. Alors, il y a plusieurs façons de montrer ça. Donc, ce qui a été fait par la plupart d'entre vous, alors, il y a eu un peu de bricolage, donc, bon, c'est pas toujours facile de voir si c'était bien compris. Il y a eu un peu de bricolage. En général, disons que ça allait. Une chose qui n'est pas du bricolage, mais qui n'est pas le plus élégant, c'est les gens qui sont partis, alors par exemple pour ici, qui sont partis d'un vecteur, avec ses composantes VI, qui ont obtenu les composantes du bras de V, donc finalement de la forme linéaire associée, qui n'était rien d'autre que VI égale donc en se servant de la matrice S pour baisser les indices. Donc ça, effectivement, c'est ce qu'on a montré avant, il n'y a absolument rien à dire. Et puis ensuite, appliquant ket à cette forme linéaire, c'est-à-dire somme des VI epsilon I, forme vecteur de la base duale, ont obtenu le vecteur correspondant, donc je vais l'appeler V'I peut-être, V'I, en se servant de la matrice inverse pour monter les indices. C'est parfaitement correct, c'est ce qu'on vient de montrer. Donc je n'ai absolument rien à dire à ça. Donc ça donne S tilde IK VK. Voilà. Et puis maintenant, en remplaçant VK par ce que ça vaut ici, ça fait S tilde de IK S, donc le I est un K, KJ VJ. Donc j'avais dit que je le notais V' celui-là, hein, c'est l'image par quête de l'image par bras de V. Et donc là, on reconnaît le produit de matrice, et donc ça c'est bien S tilde, enfin c'est la composante IJ de la matrice S tilde S, donc composante IJ, et ça, évidemment, puisque ça c'est l'identité, ça c'est delta IJ, et donc ici on a delta IJ VJ, c'est-à-dire VI, et on voit que le vecteur auquel on arrive, c'est bien le vecteur dont on est parti. C'est parfaitement correct, il n'y a rien à faire, et je reconnais que c'est un peu dans la ligne de ce qu'on a fait avant, puisqu'on a fait calculer les composantes, donc c'est vrai que montrer que deux vecteurs sont égaux, c'est montrer que leurs composantes sont égales, j'ai rien à dire à ça, c'est parfait, simplement, voilà, ça passe par les composantes, très bien, c'est sans doute un petit peu plus élégant de le faire en passant directement par la définition abstraitement de quête et de bras, sans se référer à une base particulière, puisqu'en fait, la définition ne fait pas appel à une base. Donc, c'est ça que je vous propose de faire maintenant. Donc, alors, de la même façon, on peut montrer celle-là, on part de oméga i, on applique quête, on monte les indices avec S tilde, on applique bras, on baisse l'indice avec S, et évidemment, on obtient le produit des matrices, et on voit que ce à quoi on arrive, et c'est la même chose que ce dont on est parti. Encore une fois, d'abord, c'est très bien. Deuxièmement, c'est évident qu'on a deux isomorphismes canoniques dans un sens et dans l'autre. Si vraiment ils sont canoniques, l'un doit être l'inverse de l'autre. Donc voilà, tout ça est... de toute façon, il n'y a rien de compliqué dans cet exercice, c'est vraiment juste pour se familiariser avec ces notations et ces méthodes, etc. Donc je vous propose de regarder, de montrer ça de façon intrinsèque, sans faire référence à une base quelconque. Et donc la façon de le faire, alors... bien, commençons par la première. Donc, on va faire quête rond bras,
donc appliqué à un certain vecteur V. Ça, c'est quoi? Donc, quel que soit V, quête de bras de V égale, alors par définition, donc c'est quête de, par définition, ceci est S de V point. D'accord? OK. Quête de S de V point. Oui, et donc ça... Alors, c'est peut-être pas le plus... Alors, je tente autre chose. Attendez. Donc, c'est pas faux, mais voyons. Si je fais S de quête... Quête rond bras de V U, donc je rajoute un quel que soit U, là on verra après. Est-ce que c'est ça que je voulais faire? Quête de bras de V U, oui, par définition de quête, ça, c'est bras de V appliqué à U. Hein, vous vous souvenez, on avait oméga et on a fait quête de oméga qu'on a défini par oméga de U égale S de quête de oméga U. Donc ici, quête, S de quête de oméga, c'est ça le oméga en question, de U, c'est ce oméga appliqué à U, donc c'est bien ça. Hein, okay, donc ceci est la définition de quête. Okay, voilà. Maudit stylo. Ceci est la définition de quête. OK. Et maintenant, par définition de bras, cette fois, ça, c'est S. Voilà, c'est plus simple comme ça. Bon, oubliez le truc d'avant. Ça, c'est S de V et de U, par définition de bras. Et donc, vous voyez que quel que soit U, et quel que soit V... Décidément, je vais jeter un stylo en moins. Quel que soit U, quel que soit V, on a S de VU qui vaut S de ce truc-là U. Bon, ben, l'affaire est réglée, en fait. Donc, ça, le quel que soit U nous dit que ça est égal à ça. Pourquoi? Parce que c'est non dégénéré, à nouveau. Parce que S est non dégénéré. Et donc, si je fais ça moins ça, je vais avoir S de quête rond bras de V moins V, virgule U, égale 0. C'est ça que ça dit. Ça égale ça, donc, voilà, par linéarité de la première slot. Et donc, et ceci, quel que soit U, donc ça égale 0. Mais égale 0, quel que soit V. Donc, quel que soit V, quête de bras de V, c'est V. Donc, quête de bras, c'est l'identité. Vous voyez, c'est très simple. Il n'y a pas de composante, il n'y a pas de base. Enfin, donc, oubliez ça. J'avais écrit ça dans l'espoir de voir quelque chose que je n'ai pas vu. Mais ça, là, on le voit bien là. Voilà, S de... Enfin, voilà. On applique juste la définition de quête, qui était ça. On l'applique à pas n'importe quel oméga. On l'applique au oméga qui est formé comme étant le bras de V. Et du coup, en une ligne, on montre cette égalité, bien sûr. Ok, donc ça c'est fait. Check. Comment on fait check? Comme ça, check. Et maintenant, bras de quête d'un certain oméga, est-ce que ça fait bien le oméga de départ? La réponse est oui, mais voyons comment. Donc je prends un certain oméga et j'écris le bras de son quête. Donc par définition, bras de quête de oméga, enfin oui, je pourrais le faire comme ça, d'accord, bras, mais bon, ok, bras du quête de oméga, par définition de quête, à nouveau, c'est
S, oui, par définition de bras cette fois, donc def de bras, par définition de bras, ceci est S de quête de oméga, virgule point. Le bras, c'est ce qui réalise le produit scalaire avec le vecteur en question. Donc ceci est vrai par définition. Donc, quel que soit U, ça appliqué à U est égal à ça. Et ça, par définition de quête maintenant, évidemment, il faut faire intervenir la définition de bras et la définition de quête. Tout à l'heure, on l'a fait dans l'autre sens, maintenant on l'a fait dans ce sens-là. D'abord définition de bras, puis la définition de quête. Et par définition, donc ça, c'est oméga de U. Ok. Donc, quel que soit U, bras de quête de oméga de U, c'est oméga de U. Donc, bras de quête de oméga, c'est oméga. Ceci, quel que soit oméga, et donc bras de quête égale l'identité de V étoile. Et ben voilà. Voilà qui règle le premier exercice. Bon, je vais faire une pause parce que j'ai un autre truc à faire et je continue juste après. À tout de suite.